On se retrouve avec Romain Sartre, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, formé à Lyon. Il connaît bien la maison, il a joué durant les grandes heures de l'Olympique Lyonnais. Il a connu les grands joueurs, ceux qui m'ont fait rêver quand j'étais encore adolescent à l'époque, début années 2000. Juni, Flo Malouda, Djila Diarra, j'en passe d'autres, et des meilleurs. Bref, quelqu'un qui connaît bien l'histoire du club et qui suit de très très près, je le sais, l'Olympique Lyonnais. Mais avant toute chose, je voulais vous dire merci. Tous les messages d'encouragement, de félicitations, de remerciements, bref, vous êtes tous franchement ultra sympathiques, bienveillants. Et franchement, c'est top. Continuez comme ça m'encourage beaucoup à produire encore et encore du contenu. Et en tout cas, sachez une chose, je prends un plaisir fou à parler avec des gens du foot, à débriefer les matchs, avec Matt, avec Flo. C'est un plaisir immense et on continuera à le faire tant que ça vous plaira. Merci les gones. Pensez bien à activer la cloche, à vous abonner, c'est très important et ça contribue aussi au succès de la chaîne et du projet. Toi, tu as connu l'époque, je t'ai dit, du grand OL avec Juni, Djila Diarra, Edmilson, Cassapa, bref, un vrai OL tu vois, de très haut niveau. Quand tu vois cette compo qu'a aligné Pierre Sage samedi, avec des joueurs qui ont connu la Ligue 2, comme tu vois Alvero qui vient de Sochaux, des joueurs qui ont connu des championnats mineurs, comme le petit Nuama, ou qui viennent de Ligue inférieure, je pense à Koumbedi, je pense à O'Brien. En fait, est-ce que tu ne te dis pas au final que dans le foot, quand tu ne payes pas la qualité et qu'elle a un prix, bah, tu en payes les conséquences tôt ou tard? Et c'est là où je suis d'accord avec toi, où j'en reviens exactement, c'est que du moment donné où on a vendu Barcola, où on a vendu Loukeba, pardon, l'objectif il a clairement changé en fait. L'objectif c'était le maintien en fait. Et il aurait fallu se mettre en mode maintien dès fin août en fait. Mais vraiment en mode maintien, c'est-à-dire qu'il faut aller grappiller des points, gagner une victoire et peut-être aller faire un nul ou deux, en regagner peut-être une deuxième, une troisième sur un cinquième match, mais c'est alerte rouge et on joue le maintien les gars. Enfin, voilà, il n'y a pas d'autre chose quoi. L'an passé, on finit 8e dans mon souvenir. Et tu l'as dit, on perd Loukeba et Barcola, qui sont peut-être deux des acteurs principaux de ce qu'on fait l'an passé. Ouais, comment tu peux être ambitieux quand tu perds deux de tes meilleurs joueurs et que tu finis 8e? Ça paraît presque logique en fait. Oui, ça paraît bien évidemment, oui, ça paraît logique. Après, il y a eu une très bonne deuxième partie de saison. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y avait du jeu, il y avait de l'intention, il y avait des choses, il y avait des erreurs, mais il y avait de l'envie, il y avait quelque chose qui était une bride, un peu plus qu'une bride, parce que sur la deuxième partie de saison, je crois qu'on finit 3e ou 2e de mémoire. C'était bien, c'était cohérent, c'était intéressant. Après, du moment où tu perds quand même deux joueurs importants et que tu ne retrouves pas en ce sens-là et que tu n'as pas les joueurs dans ton vivier potentiel équivalent, bah c'est compliqué quoi. Donc du coup forcément quand tu perds en qualité, bah, tu dois logiquement perdre en objectif. C'est mécanique en fait. Il y a pas de... Bien sûr. Après, en fait ce qu'il y a, c'est que l'objectif de départ doit être modifié. Après potentiellement si ça se met en route tout de suite et que ça marche bien et qu'après les résultats augmentent, l'objectif il peut être réévalué au bout d'un certain moment. Mais là c'est pas du tout ce qui s'est passé quoi. Tous ces joueurs que je t'évoque là, ne trouves-tu pas que ça ressemble fortement à un mercato totalement raté, qui n'apporte aucune plus-value à l'équipe? Bah, c'est vrai qu'on peut se poser cette question-là. On se dit, on va chercher des joueurs comme ça qui n'arrivent pas à s'imposer, à confirmer, à être bons. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de faire confiance à... on n'a pas en fait des joueurs en réserve ou chez les jeunes qui sont capables de faire ce qu'ils font là? Bah, je me pose cette question-là. Après, je suis pas à l'intérieur du club, je ne sais pas. C'est difficile parce que tu arrives dans un club qui est malade, qui est en changement, qui est en souffrance. Mais si tu recrutes un top joueur mental, lui, qui est un changement d'entraîneur ou pas, machin, il s'en fiche, il est là pour aller l'entraînement. Alors imaginons, on fait un peu de fiction, Romain, imaginons que dans quelques jours, John Textor t'appelle et te nomme directeur sportif. Tu vois, il vire David Friot qui vient à peine de nommer. C'est vraiment de la fiction. Et il dit, moi je veux Romain Sartre. Ça me plaît, je te verrais bien producteur du coup. Ça te plaît? Ouais, ça me plaît bien. Tu vois, regarde. Après, j'appelle John et je lui propose la solution. C'est bon. Alors, imaginons, Textor t'appelle, il dit Romain, moi je veux Romain Sartre, directeur sportif. Quel serait, Romain, tu arrives, quels seraient tes premiers choix de joueurs? Quel poste tu voudrais impérativement renforcer? Moi, je trouve que depuis Chris,
il nous manque vraiment un taulier sur la durée derrière, quoi. Il nous manque vraiment un leader depuis Chris Schilacci. Je trouve qu'il nous manque un leader sur la durée derrière. Alors, je dis ça, mais Lovren, c'est vrai qu'il a fait une très bonne saison l'année dernière. Il nous a fait énormément de bien. Ouais. J'aurais aimé qu'il surfe un petit peu sur celle-là cette année. Bon, il y a eu des blessures, tout ça. C'est un petit peu malheureux, mais moi, c'est un joueur que j'aime bien, Lovren. Potentiellement, il peut tenir ce rôle, mais je pense que mine de rien, même si j'aime pas dire ça, il a quand même un certain âge et tout. Et je pense qu'il faut trouver quelqu'un, enfin vraiment, voilà, enfin un taulier derrière, un leader technique, un leader mental, un leader physique, enfin quelqu'un derrière qui tienne un petit peu tout ça, quoi. Je trouve qu'on en manque cruellement depuis un certain temps. Et après au milieu, voilà, c'est pas mal, mais c'est pas mal, moi je trouve. Même Cacré, voilà, même Le Penant l'année dernière qui a fait, enfin franchement, Le Penant l'année dernière, il a fait 6 premiers mois incroyables pour moi. Dommage qu'il n'arrive pas à confirmer, mais c'est ça qui est un petit peu dommage maintenant. C'est ce que je trouve, c'est difficile, et c'est ce que je discute moi avec 2-3 joueurs que j'ai encore et que je connais, voilà, maintenant par rapport à mon activité. C'est difficile d'avoir quelqu'un qui est fiable aujourd'hui. Avoir un très bon joueur pendant 6 mois, avoir un très bon joueur pendant 12 mois, t'en trouves tous les matins, pas de souci. Un joueur fiable qui est bon pendant 2-3 saisons, et il y en a un peu moins. Il y en a un peu moins, et c'est ce qui nous manque, quoi. Un joueur fiable et bon, pas très bon. Un joueur fiable et bon, une valeur sûre. Alors je vais aller très loin, un Philippe Violo, bien sûr, Pierre Lègle. Un Pierre Lègle, un Michael Essien, un Gila, machin. Bon, eux en plus, ils avaient le truc qu'ils étaient très très forts, mais ils étaient fiables, les mecs. Ils étaient fiables, il y avait peu de trous d'air. Ça, tu vois, c'était le problème que j'avais d'Awar, moi. J'aime beaucoup, c'est un très bon joueur, mais ça manque très bon de exemple. fiabilité. Bien sûr. Un manque de fiabilité. Enfin, on attend de lui qu'il nous fasse pas 38 matchs, très bons, mais 30 matchs bons, 2-3 très bons, et puis 5 trous d'air s'il veut. Mais 30 matchs bons. Et pour moi, il n'a pas réussi à faire ça. Après, il y a peut-être eu des. Je connais pas, je n'étais pas dans le vestiaire, dans les décisions, parce que mine de rien, ça rentre tellement en jeu que voilà, mais de l'extérieur, c'est ce qui manque, moi, je trouve. Et tu m'as pas évoqué un potentiel milieu de terrain. Donc le Romain Sartre, directeur sportif, ne ferait pas du milieu de terrain une priorité. Je suis un peu étonné là. Si, c'est ce que je te disais à la fin. Il manque un joueur fiable au milieu, quoi. Un joueur fiable au milieu de terrain. Même si Cacré est bien, il est fiable, mais il manque quelque chose, quoi. Il manque un 8 fiable et bon. Quoi. Voilà, c'est ce qu'on attendait un petit peu de Corentin Tolisso et tout ça, et ça a été un peu trop par intermittent. Malheureusement, son physique lui joue des tours, donc je sais ce que c'est parce que je suis passé par des choses comme ça, donc c'est très frustrant, c'est très difficile. Je sais qu'il a une très bonne mentalité professionnelle, mais bon, des fois c'est comme ça. Là, on est un peu trahi par son corps. Ouais, malheureusement, ouais. Alors Romain, on va retirer la casquette directeur sportif. Là, on va renfiler la casquette défenseur. Il se trouve que tout à l'heure, tu m'as évoqué le cas de Jake O'Brien, le jeune Irlandais qui est arrivé chez nous cet été. Donc on voit bien, très très grand, très puissant, très très rapide. Alors il fait 1,96 quand même, hein. C'est un colosse, mais il est très rapide. Quel est ton regard sur lui en tant que défenseur? Comment tu le vois, toi? Alors bon, j'ai vu que 2 matchs de lui, donc ça va être un petit peu dur je vais pas te mentir, ça va être un petit peu dur d'avoir un... Mais c'est sûr que j'attends un petit peu ça, quoi. J'attends un petit peu cet état d'esprit, ce supplément d'âme, quelqu'un qui lâche dans les duels, mais qui peut aussi être propre dans ses relances, quelqu'un qui tient un petit peu tout ça. On sent qu'il manque un petit peu d'expérience, mais ça c'est logique, mais j'aime pas trop ce terme-là. Par exemple, tu vois le match de samedi, il est présent offensivement. C'est très bien, il met 2 buts, c'est très bien, mais je pense, et je suis sûr et certain que tout le monde aurait préféré qu'il ne fasse pas son erreur juste avant la mi-temps. Bien sûr. Quand tu as un 0, c'est pas la même. Et quand tu es défenseur central de ce niveau-là à l'Olympique Lyonnais, moi je me rappelle de Paul Le Guen, j'avais 18 ans, il me disait Romain, en fait, faut pas que tu fasses d'erreur, en fait. Tu fais comme tu veux, mais t'as pas le droit de faire d'erreur. Voilà, mais après, il y a du beau potentiel, je pense que c'est intéressant, en plus offensivement, s'il arrive à peser sur les coups de pied arrêtés, c'est des choses très importantes. Non, j'ai un bon avis pour l'instant, après, qui manque, c'est sûr et certain, de visionnage de ma part de ces matchs. Quand tu as évolué à Nîmes, tu as joué la course au maintien en Ligue 2. Et dans une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps avec Alain Olliot, que tu connais aussi, formateur de l'Olympique Lyonnais, Alain me disait que les leviers mentaux et psychologiques pour se maintenir en Ligue 1 ou en Ligue 2, peu importe, mais pour se maintenir, c'est pas les mêmes leviers que pour viser le haut du classement. Pour toi, quels seraient les ingrédients nécessaires pour se maintenir? Alors, moi, je vais te la faire simple. Nous, à Nîmes, première partie de saison, on fait une très bonne première année. Deuxième partie de saison,
le monde pensait qu'on allait enchaîner, patati pareil, et un mauvais résultat, un deuxième mauvais résultat, et on se dit, allez, ça va repartir. On ne prend pas conscience de la situation. Et on arrive à fin décembre, je crois qu'on a 12 points ou 13 points, je crois. Donc, il faut 45. Changement d'entraîneur, et là, après, il y a un génie, un monsieur que j'aime profondément, qui malheureusement nous a quittés. René Marsiglia, il arrive, il dit, voilà, dessine un cadre. Il a fait comme ça, il a fait ça, c'est les matchs qui nous restent. Il faut qu'on prenne tant de points, tant de points, tant de points, tant de points, par période de 4-5 matchs. Et il a dit, on va se préparer pour ce premier bloc de 5 matchs. Il faut qu'on ait tant de points, comme ça. Et tout organisé, et tout fait en fonction de ça. Et on s'est projeté là-dessus, en fait. On a oublié le classement, on a oublié la situation. Et on s'est projeté sur notre mini-championnat de 5 points, comme si on repartait de zéro, quoi. Et dans les entraînements, et dans tout, il a tout... Par contre, c'était quelqu'un qui était génial... il a su en très peu de temps et emmener tout le monde avec lui, et surtout ceux qui ne jouaient pas. Et ça, pour moi, c'est le plus difficile pour un entraîneur, en faisant comprendre à tout le monde que tout le monde est important, que même celui qui ne jouait pas, il allait certainement nous mettre le but du maintien à l'avant-dernière journée. Et ben, tu croiras si tu veux pas ou pas. Mais c'est ce qui s'est passé. La montée que j'avais pu faire avec Lens était très difficile, parce que des fois, tu as des objectifs où il faut monter, mais si tu montes, c'est grave, mais c'est pas embêtant. Monsieur Martel s'était porté de mémoire un peu caution personnelle. Oui, et c'est vrai. si on montait pas, potentiellement il était banqueroute, potentiellement le club était en banqueroute aussi. En fait, on avait une montée. En fait, il fallait monter. En fait, là, c'est pas la même pression. Il y avait quand même une grosse pression. Mais après un maintien, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il faut avoir honte de cette situation. Il faut avoir un état d'âme, et puis il faut avoir une prise de conscience personnelle au-delà du sportif. C'est ce que je disais avec quelqu'un. Il y a 2-3 jours, on va pas se mentir, il y a certains joueurs, pas mal de joueurs, si Lyon descend en Ligue 2, ça va pas leur changer leur vie. C'est la réalité, c'est vrai. Par contre, ça risque de changer la vie de beaucoup de gens. Et donc, il faut aller chercher, aller se dire, non, moi, je ne ferai pas partie de l'équipe qui fait descendre l'Olympique Lyonnais. C'est même pas en rêve, pas possible. Et si on se met dans cette mentalité-là, il y a de grandes chances quand même qu'on arrive à faire des bonnes choses, quoi. Pour toi, Romain, on a le matos technique pour se maintenir en Ligue 1? De ce que tu as vu des matchs récents de l'OL, est-ce qu'on a les armes pour se maintenir? Oui, on a les armes, mais il y a beaucoup de clubs qui ont les armes pour jouer les 5 premières places, il y a beaucoup de clubs qui ont les armes pour être, pas forcément un certain nombre, 2 ou 3 qui vont descendre. On les a les armes, mais après, c'est ce que je disais, quand en 14 matchs on n'en gagne qu'un seul, sur les matchs restants, il va falloir aller en chercher 8 ou 9 victoires. C'est sûr. Il faut se rendre compte que même l'Olympique Lyonnais, tout l'Olympique Lyonnais qu'on est, même avec Lacazette, Tolisso, Anthony Lopez, Cacré et tout ça, ça va être très, très, très difficile. Après, je nous souhaite clairement de faire une série de 4-5 victoires de suite en janvier ou en février, mais sincèrement, ça va être très, très compliqué. Très, très compliqué. C'est clair. Et Romain, toi qui as connu la Ligue 2, tu as évolué, notamment avec un club que je connais bien, le RC Lens, puis aussi avec Tours, dans mon souvenir. Est-ce que tu pourrais, ça va te faire rire je pense, me décrire en quelques mots la Ligue 2 pour dégoûter les joueurs de l'OL pour qu'ils n'y aillent jamais? Vas-y, t'as une grande mission là, vas-y. Ouais, c'est dur parce que moi j'ai fait 3 quarts de ma carrière en Ligue 2 quand même, donc tu vas. Je m'en doute. Mais montre-leur à quel point c'est dur, c'est un combat de chaque instant. Et tu vois, du coup c'est bien, ça me fait penser, c'est Eric Carrière qui en avait parlé de mémoire quand il avait joué à Lyon, puis après il était venu finir sa carrière en Ligue 2 à Dijon, et il avait dit que la Ligue 2 c'était très très difficile, et il y avait des très très bons joueurs de Ligue 1 qui n'arriveraient pas à jouer en Ligue 2. Et inversement bien évidemment, mais que la Ligue 2 c'est un championnat très difficile, mais bon, je pense qu'elle a quand même bien changé depuis le temps maintenant que j'ai arrêté. Je regarde pas mal de matchs de National aussi maintenant avec Villefranche là, qui est à côté de chez moi, et les matchs de Ligue 2 j'en regarde toujours un petit peu, mais ça se rapproche un peu plus de la Ligue 1 quand même maintenant. C'est un championnat qui est certainement un petit peu moins physique que ça a pu l'être, avec un peu plus de recherche technique, tactique, un peu plus évolué que mon époque, mais c'est un championnat très difficile, humble, et qui est très difficile, qui est très très difficile. Il y a beaucoup d'engagement physique, il y a des matchs où c'est très très compliqué, clairement. Ça l'est encore, parce que moi des fois je regarde un petit peu la Ligue 2, alors moins que la Ligue 1 évidemment, parce que j'ai pas trop le temps de voir tous les matchs, mais tu vois, j'ai vu ce week-end Amiens-Saint-Etienne, c'était à galérer, ils ont perdu. J'ai vu Bordeaux, alors Bordeaux, ils ont fait un recrutement cet été quand même de grande qualité, tu vois, ils prennent Vipotnik, Yvolant de Guingamp, c'est des mecs qui connaissent bien la Ligue 2, qui sont de bons joueurs de Ligue 2, mais ça prend pas. C'est vraiment compliqué, c'est un championnat qui est très complexe, très physique, très rude, et franchement, malheur à ceux qui y vont. Regarde Bordeaux, Saint-Étienne. C'est très difficile. Saint-Étienne, on pensait que ça allait repartir. Ils avaient fait 3-4 victoires de suite, je crois. Là, ils sont en difficulté. Bordeaux, pareil, ils sont en grande difficulté. Mais tu sais, nous, avec Lens, que tu connais bien,
En Mhm. 2007-2008, là, quand je suis arrivé, il venait de descendre en Ligue 2. On arrive avec l'objectif de remonter en Ligue 1. On avait une équipe de fous furieux, hein. On avait Oui. Johan Demont, Eric Schell, Aïdine Yaya, Marco Ramos, Julien Sablé, euh, Ouais. Sébastien, Est-ce qu'il y avait pas Gemma en pointe à l'époque, le Tunisien? Issam Djema, Filou Ouais. Maoulida, Demont, Kovacevic, Nenad au milieu. Non, mais c'était Kovacevic, milieu de terrain. une Ouais. malade mentale. Razak Boukari, Kevin Monet-Paquet. On avait une Mhm. équipe de fous. Tu sais, toute l'histoire que le club raconte autour de la culture lensoise, la Sainte-Barbe, les mineurs qui donnent le coup d'envoi du match, la culture ouvrière dans le stade, le fait qu'on fasse des abonnements à prix très très bas pour que les gens viennent au stade. Tout ça, toi, ça contribue aussi à te raconter une histoire, et je pense que dans le foot, c'est important. Il faut Ouais, raconter aux gens qui aiment le club une histoire avec des valeurs qui sont propres au club. Et je trouve qu'à chez nous, à l'OL, on a un peu perdu ça, tu vois. Je trouve que, un tu peu comme vois, à le Manchester. projet, c'est quoi? Ouais, mais parce que c'est ce que je viens de te dire, je pense, le président Oulou Gourian, je crois, de mémoire, ouais, Gourian, ouais. Gourian, il a été malin, il a gardé ça, il a été intelligent, parce qu'en fait, il sait qu'il en a besoin en fait, de ça, et que si jamais il change l'ADN de ce club-là, ça n'ira pas, en fait. Ouais. Donc, hein, c'est lui le chef, en fait. Qui est le chef aujourd'hui à l'OL? Qui est le chef aujourd'hui à l'OL? Qu'est-ce qu'il fait quand il le fait? Et puis après, ça suivra. Mais Ouais. moi, c'est mon gros point d'interrogation aujourd'hui, c'est quel est son projet, quel est son plan? Quand tu évoluais à l'OL, Romain, tu avais devant toi une concurrence, alors certains n'ont peut-être pas connu, les moins de 20 ans n'ont pas connu cette époque-là, mais si je te parle d'Edmilson, de Patrick Muller, de Cassapa, là on parle à l'échelle de la Ligue 1, c'est du très 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 lourd, quoi. C'est ce qu'il n'y avait pas mieux à l'époque en Ligue 1. C'était vraiment des top défenseurs de Ligue 1. Pas facile pour un gamin comme toi à l'époque qui arrive chez les pros, qui veut se faire son trou. Peut-être qu'il y a une forme de respect à l'égard de ces joueurs-là, une forme de respect, de se dire c'est des mecs qui ont fait le club, qui ont fait l'histoire du club, ils sont très forts. Moi, je suis un jeune qui débute, c'est compliqué pour moi de me faire un trou. Aujourd'hui, moi, j'ai un peu le sentiment que c'est l'inverse. Que tu vois, les gamins sont très vite poussés vers l'avant, on leur fait confiance très très vite, ils jouent très très vite. Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux d'aller trop vite? Alors, oui et non. Oui et non. Après, si tu es bon et que tu mérites de jouer, en fait, tu joues. Il n'y a pas une histoire d'âge, de droitier, Il n'y a pas gaucher. d'âge, comme dirait Mbappé. Ouais, il n'y a pas d'âge. Non, mais franchement, Il n'y a pas d'âge. si tu mérites de jouer et que tu es bon, en fait, il faut que tu joues. Il n'y a pas de trop jeune, trop vite, il faut le préserver. Le préserver de quoi? Si c'est le meilleur à son poste, il doit jouer, point final. Moi, je suis pour la méritocratie, il n'y a pas de souci. Donc, non, moi, j'ai pas de. Après, oui, il y a des postes clés. C'est sûr que tu peux pas jouer le maintien en Ligue 1 avec deux gamins de 17 ans, 18 ans derrière en défense centrale. Ça pourrait peut-être arriver et bien se passer, mais il y a de grandes chances que ce soit difficile. C'est une certitude. Parce que tu vois, je me dis qu'aujourd'hui, comparativement à ton époque, tu vois, un gamin comme Koumbedi, latéral droit, un Jake O'Brien, j'ai le sentiment que pour eux, la frontière entre le petit jeune qui débute et titulaire, elle est pas immense. Tu sens qu'en un ou deux matchs réussis, ils peuvent être directement titulaires et il n'y a même pas à contester en fait. Alors que toi, à l'époque, j'imagine que quand tu débarques dans le groupe pro, que Santini t'appelle dans le groupe pro, t'as des monstres devant toi. T'as dû avoir une forme de respect envers ces gens-là. Tu t'es dit, mais c'est des monstres, quoi. Comment je vais les bouger, en fait? Ouais, moi j'étais. Bon, je suis de nature gentille, hein, je suis comme ça aussi, mais j'ai été trop gentil, moi. Oui. Pour moi, maintenant, avec l'expérience, le recul, je les ai trop respectés. J'ai pas assez cherché à les emmerder, en fait. C'est intéressant, ça. Ouais, mais ça c'était mon état d'esprit à moi et c'est mon caractère, j'étais comme ça, mais je me donnais à fond. Je me disais pas que les jeux étaient pipés, je me donnais à fond et tout ça, mais je pense que j'aurais dû dans ma tête me mettre plus en mode d'essayer encore plus d'aller les titiller pour essayer de potentiellement, ce qui est une chose qui ne serait pas arrivée, peut-être aller mettre un peu plus de doute dans la tête du coach, mais peut-être un peu plus. Mais nous, on les respectait énormément, mais ils étaient géniaux avec nous. Enfin, moi, j'ai énormément appris. Aux côtés d'Edmilson, de Cachapa, de Muller, Florent Laville, même Jacek Bak avant, à l'époque, c'était des gens, c'était que des internationaux, ils étaient géniaux, ils m'ont appris énormément, et quand je suis parti de l'Olympique Lyonnais, j'étais prêt à jouer tout de suite, et ça s'est tout de suite très très bien passé, parce que j'avais un bagage mental, psychologique, psychique, technique, tactique, qui m'avait tout simplement transmis, qui était énorme, même si j'avais peu joué à l'Olympique Lyonnais, mais quand je suis parti, j'ai pu jouer. Mais oui, il y avait beaucoup de respect, et c'est pas parce que tu faisais 3-4 matchs que tu te sentais dans la peau d'un titulaire. Même Jérémy Berthaud, qui on s'entendait bien, il a commencé un peu. Moi, il a commencé à jouer, il a enchaîné les matchs, mais il a mis du temps avant d'être en place, de confirmer.
Puis tu sais, nous, il y avait des anciens au-dessus de nous, ils nous disaient, oh, tant que vous n'avez pas. Ils les disaient en rigolant, mais sans trop rire non plus. Ils nous tapaient sur l'épaule, de toute façon, tant que vous n'avez pas 100 matchs, on ne veut pas trop vous entendre. Donc 100 matchs, pas saison pleine, donc il fallait y aller. Hein. Le poids de la hiérarchie, en fait. On te rappelle les bases. Ah ouais. Mais du coup, ça nous enterrait pas, au contraire, ça nous poussait à les titiller encore plus, justement. Bien sûr. C'était donnant, quoi. Enfin, ça se tirait un peu la bourre comme ça. Oui, et à l'époque, Romain, quand le coach Santini te fait appel à toi et qu'il te dit écoute Romain, tu montes dans le groupe pro, tu vas découvrir l'ambiance du groupe pro, le chemin a été long quand même pour toi. Ça n'a pas été non plus rapide. Oui, alors, c'est sûr que nous, c'était beaucoup plus long. Je me rappelle même, ça va te faire sourire, mais même Steed qui pourtant était un génie, à 17 ans, il commençait avec les pros et tout ça, et des fois, après, il redescendait en Gambardella à jouer. Enfin, c'est des choses que tu vois plus du tout maintenant, quoi. Moi et nous, le cursus, c'était notre époque, mais tu sortais de 17 ans nationaux, et après, tu faisais une année de DH, une année où tu étais potentiellement un peu en DH, un peu en CFA, et une année où tu passais en CFA, et au bout de cette 3e année, tu signais pro ou pas. Mais tu vois, c'est une autre mentalité, c'est un autre état d'esprit, mais peut-être que ces choses-là font, comme tu dis, que ça arrive tout un petit peu trop vite, mais c'est la société qui est comme ça, il faut s'adapter. Tu ne peux plus de toute façon remettre en place ce qui se passait il y a 20 ans, c'est plus possible. Mais peut-être que du coup, dans la formation, dans la préformation, et je pense qu'ils l'ont anticipé, bien évidemment, il y a des choses à mettre en place, mais à l'instant T, on se rend compte que ça n'a peut-être pas forcé ses fruits, ou ça n'a peut-être pas été fait comme il faut, quoi, en tout cas. Et c'est marrant ce que tu me dis, parce que ça fait un petit peu écho avec ce que m'a dit Alain Olio quand on a fait une vidéo tous les deux. Et Alain, il me disait, mais Mika, tu te rends pas compte, j'ai vu, parce qu'en fait, Alain vit au Maroc. Et il me disait, Mika, il y a nos jeunes, là, nos U15 qui sont venus faire un tournoi au Maroc, tournoi de Mohamed VI. On a perdu je ne sais combien de matchs et on n'a même pas gagné le tournoi. Et Alain était choqué que nos jeunes, qui sont quand même réputés pour être parmi les meilleurs jeunes d'Europe, n'ont pas gagné, n'ont pas pu faire mieux que, tu vois, peut-être 3-4 victoires et puis être sorti très vite dans le tournoi. Et ça l'a beaucoup choqué. Il s'est dit, mais en fait, on est en train de perdre, comme tu le dis, Romain, le côté culture de la gagne. On est en train de le perdre. Bah oui, mais ça se travaille, ça, c'est pas inné. Hein. Ça se travaille, tu vois, c'est ce que je disais. J'ai revu Greg, Pat Muller, Mamak Shanley, il n'y a pas très longtemps, et je leur disais, moi, de l'extérieur, de l'extérieur. Du coup, je me considère un peu l'extérieur, tu vois comment j'étais. Pourtant, j'étais dans le que j'étais. Révélateur, ça. Vous étiez les meilleurs. Vous étiez les meilleurs techniquement, tactiquement, vous étiez les meilleurs. Mais alors, dans l'état d'esprit et dans le supplément d'âme et dans l'intensité, l'agressivité, fallait se lever de bonheur avec vous. C'était compliqué pour gagner un match. Même Sony, il te mettait des accélérations, que tu étais jeune ou pas jeune, il te mettait le coude, il te défonçait, machin. Enfin, tu disais, putain, merde, fais chier, c'est déjà le meilleur. En plus, il met tout, il accélère, en plus, il va vite, en plus, il a les contres. Il a tous les contres, c'est pas inné, c'est parce qu'il y met pour les avoir, il n'y a pas de souci. Et ça, moi je trouve qu'à Lyon, ça on l'a vraiment perdu. Depuis des années déjà. Depuis même très longtemps, moi je trouve. Ouais, ça c'est vachement intéressant. Et c'est un vrai sujet pour le coup. Et je pense que tu vois ça, ce que tu dis, Romain, c'est l'un des mots MAUX du club, à mon sens. Tu vois, c'est un des gros problèmes. Ça, tu vois, je pensais vraiment qu'avec l'arrivée de Juni en directeur sportif, ça allait revenir. Et alors, est-ce qu'on l'a laissé faire, pas faire? J'ai l'impression qu'on l'a pas trop laissé faire. Mais en tout cas, c'est pas revenu. Et je pensais vraiment que ça allait revenir, ça, avec lui. Ouais, et tu vois, c'est intéressant aussi. Tout à l'heure, j'ai écouté l'émission de Razik Brick et Nico Pudois sur TKYDG. Et Razik a eu un propos très très juste, et je partage à 1000%, et ça reprend ce que tu dis là, Romain. Quand Juni est arrivé comme DS il y a maintenant 4 ans, 2019, il s'est heurté à plein d'obstacles. Et en fait, là, tu te rends compte 4 ans plus tard qu'il y avait vraiment des obstacles. Parce que tu vois, la presse commence un petit peu à relayer les coulisses du club, qui fait quoi, quelles sont les tendances, qui cherche à placer telle personne au sein du club. Et tu te rends compte qu'en fait, il y a plein d'obstacles. Et je pense que Juni, comme dit Razik, il s'est heurté de plein fouet à ça. Malheureusement, hein, c'est compliqué, mais je pense que le club était assez dur à gérer à l'époque. Ouais. Enfin bon, quand Juni arrive, on dit oui monsieur, merci monsieur, et puis aidez-nous, point final en fait. Est-ce que Juni peut, selon toi, avoir un rôle prépondérant pour redresser le club? Je sais pas. Moi, Juni, je le vois vraiment comme un meneur, comme un leader et tout ça, avec un caractère fort. Et pour moi, alors après, mais je le connais pas assez, hein, mais pour moi, faut qu'il soit manager général, voilà, qu'il ait les pleins pouvoirs et puis qu'on lui fasse confiance et qu'il avance. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Je pense pas, parce que d'après ce que tu me dis, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'était pour pas seulement l'Olympique Lyonnais, mais pour tous les clubs un petit peu détenus par Gueule. Ouais. Donc, à voir. Toi, tu aurais aimé le voir à Lyon à temps plein? Ah ouais, à Lyon à temps plein, manager, merci, c'est toi qui décides, on te fait confiance. Bien sûr.
Si, bien sûr, si sa façon de voir les choses est en adéquation avec ce que le président du club, oui, oui, bien sûr. Eh ben, écoute, je partage ton point de vue à ce niveau-là, Romain, une fois de plus. On enchaîne, il me reste 2 questions à te poser, Romain, et je pense que tu vas apprécier. Il y en a une qui concerne le président Jean-Michel Aulas. Oui. Tu l'as connu, tu as été son joueur à l'époque. On l'a souvent décrit comme un président interventionniste, omniprésent, une sorte un peu d'hyper-président. Est-ce que c'est déformé ou est-ce que c'est vrai? Non, non, je pense que c'est vrai. D'ailleurs, tout le monde sait qu'il se faisait appeler boss là-bas, un peu comme à Tapi, quoi. C'est son bébé qui a tout créé, qui a tout repris, qui a tout fait, qui a tout monté. Enfin, moi, j'ai aucun souci avec ça. Moi. Non, non, c'était. Ouais, je l'ai pas assez connu non plus personnellement. Moi, j'étais qu'un petit jeune quand on y était. Mais après, de l'extérieur, et puis pour en avoir un peu discuté avec les autres, oui, il était très interventionniste. Il gérait tout, hein. Il savait tout, il était au courant de tout. Mais après, ça c'est. Moi, j'aime bien aussi juger par les faits. Et les faits ont été, pendant une grande partie, peut-être un peu moins sur la fin, mais pendant une grande partie, en sa faveur. Pas de sujet là-dessus. Bien sûr. Et pour les nostalgiques comme moi, Romain, qui ont connu ces époques magnifiques, penses-tu que le président Aulas manque au club? Non, non, il manque pas. Je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire, bien plus que ce qu'il peut-être il avait espéré faire. Peut-être pas avec la Coupe d'Europe. Voilà, mais il y a un moment, je pense qu'il faut savoir passer la main. Sauf s'il n'avait pas envie de passer la main, alors à ce compte-là, il fallait pas qu'il le fasse. Mais non, je pense que s'il a entamé ce processus de vente, je sais pas, je pense pas qu'il avait forcément besoin de cash. S'il l'a fait, c'est parce qu'il sentait peut-être qu'il avait besoin de passer la main, donc il a fait son temps, c'est très très bien. Maintenant, place à quelqu'un d'autre, place à une nouvelle histoire. Et puis après, faut que l'OL, en fait, faut que l'institution, enfin, faut que le club crée sa nouvelle histoire, en fait. Voilà. Faut que Lyon crée sa nouvelle histoire. Alors, elle part difficilement, mais c'est son histoire, c'est comme ça. Il va falloir s'en servir, peut-être certainement même s'en appuyer, en partir de base, de socle, et puis après, aller vers des jours meilleurs. Alors, en fait, ma question n'était pas innocente, Romain, et tu vas comprendre pourquoi. Le président Aulas, moi, je suis de ceux qui l'ont, je le cache pas, hein, je le revendique même, qui l'ont adoré. Tu vois, c'est quelqu'un que j'ai en estime immense, parce que je suis un petit peu, si tu veux, sur le plan football, un enfant de JMA. Tu vois, j'ai grandi avec lui, et quand j'étais gamin, j'étais heureux de dire à mes copains, écoute, moi, mon club, c'est l'OL, et mon président, c'est JMA. Enfin, il me rendait très fier. Et ça, je le cache pas, je l'assume pleinement. Aujourd'hui, on a John Textor, qui a repris le club, et j'ai le sentiment, quand je lis par-ci, par-là, ce qui peut s'écrire ou entendre ce qui peut se dire, qu'on reproche à Textor l'inverse de ce qu'on a parfois critiqué envers le président Aulas. D'un côté, l'hyper-présidence, et de l'autre, un président totalement absent, qu'on a du mal à voir, et qui n'incarne pas ce qu'est le club. Est-ce que tu partages ce sentiment-là? Oui, mais ça c'est en plus, c'est du factuel. Je veux dire, Monsieur Aulas, quand il était au début, bon, il avait aussi sa boîte La Cégide, mais il était très présent, il habitait à Lyon, il était tout le temps là. Monsieur Textor, c'est sûr et certain qu'il ne peut pas être tout le temps là. Alors, il est très présent dans les décisions, il en a déjà pris beaucoup, et des fortes, ça fait énorme en si peu de temps. Je ne pense pas qu'il avait imaginé en autant. Après, peut-être qu'il ne pensait pas, mais bon, il l'a quand même mine de rien créé un petit peu tout ça, parce qu'il y a des choses, moi, que j'ai du mal à comprendre. Mais, comme oui, quoi, par exemple, Romain? C'est ce que je te disais, on a l'impression que, je sais pas, moi, toi, tu mets 800 millions d'euros quelque part et puis tu gardes quelqu'un qui décide tout pendant 3 ans à ta place. Moi, personnellement, non. En tout cas, non. En tout cas, moi, ça, c'est mon avis, non. Et puis, tu as ton entraîneur qui fait une bonne deuxième partie de saison, il lui reste 1 an de contrat. Tu lui enlèves les 2-3 meilleurs joueurs de son équipe, après tu demandes de se qualifier pour la Coupe d'Europe, et au bout de 3 matchs, ça va pas, tu le vires. Non, ça va pas. Soit tu lui fais confiance jusqu'au bout, soit tu changes d'objectif, soit tu le vires tout de suite et puis tu repars sur d'autres trucs. Enfin, voilà. Mais là, il y a plein de choses qui sont dans la stratégie qui n'ont pas été bonnes, pas présentes. Est-ce que on sait pas, il y a eu beaucoup de monde. Tu te rends compte le nombre de personnes qui sont passées en 4 ce Kouchi. Là maintenant, il n'y a plus d'hommes. Il y a eu Tony Parker qui a été proche aussi. C'est un truc de fou. Sonny Anderson également. Sonny qui est dans le club, là il est un peu plus à l'écart. Je sais pas trop ce qu'il va devenir, mais il était revenu comme conseiller sportif. Juillet, c'est pareil, il est là, plus là, on sait pas. Enfin, c'est un truc de fou. Est-ce que pour conclure, est-ce que tu as un mot de la fin? Comment tu vois la fin de la saison de l'OL? Plutôt positif, plutôt sceptique? Moi, je suis en mode maintien, donc ce que je vois, c'est le prochain match. Ouais. Pas plus. Donc c'est Marseille.
je vois Marseille, pas plus, et aller prendre des points en fait. Il faut remettre la machine confiance, il faut remettre la machine à prendre des points, il faut revenir dans cette spirale-là, réintégrer dans cet état d'esprit, dans cette humeur de combat, de gain, de gagner un duel, puis deux duels, puis trois, puis quatre, de faire une bonne action, deux bonnes actions, trois bonnes actions, quatre bonnes actions, de mettre un but, deux buts, trois buts, de ne pas prendre deux buts, et remettre tout ça en route, mais petit à petit, et puis voilà, ça va enchaîner. C'est tout ce que je vois pour l'instant. Un grand merci à toi pour ces mots hyper intéressants. Très bonne question. J'ai pris beaucoup de plaisir. Ouais, bah moi aussi, bien amené. Je suis content parce que entre toi et moi, souvent, tu écoutes les questions des journalistes, tu te dis, franchement, sans déconner, c'est infernal. Alors, tu sais, Romain, je ne suis pas journaliste, hein, je tiens à le dire, c'est un métier, c'est pas le mien du tout, mais je suis juste passionné et amoureux du foot. Ça sent que tu es amoureux du foot, tes questions, elles étaient ordonnées, précises, et tu avais des choses à évoquer, et c'était cool parce que ça s'est bien enchaîné, c'était top, c'était bien, j'ai bien aimé. Tu vois, j'ai pas vu passer. Moi, je pense. 55 minutes. Idem, je crois que ça fait quasiment 1 heure qu'on est à deux. Ouais. J'ai pris un plaisir fou, mais tu sais, Romain, je veux te dire un truc. Pour qu'un contenu soit bon, il faut être deux. Donc, tu as été au moins aussi bon que moi. Je dis bien au moins aussi bon. Donc, tu vois, merci beaucoup à toi, Romain. Vraiment. Pas de souci, au plaisir. Puis écoute, si un jour, avec Flo, vous voulez qu'on se fasse une bouffe, un machin, par les foot et tout, vous me contactez, on se calme à midi, on se fera une petite bouffe sur Lyon avec plaisir. Eh ben, écoute, le rendez-vous est pris, Romain. Je n'oublierai pas. Hein. Je te promets, je n'oublierai pas.